Cécile Valin était une lycéenne brillante. Passionnée d'escalade, elle devait passer son bac et partir étudier à Grenoble pour être professeure de sport. Mais le dimanche 8 juin 1997, cette adolescente de 17 ans disparaît en fin de journée, alors qu'elle marche seule le long d'une départementale, pas loin de son domicile de Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Et depuis 27 ans, son père cherche à connaître la vérité. 6e épisode, le combat sans fin du père de Cécile Valin. Un récit de David Di Giacomo. Un enfant qui disparaît, on n'en fait jamais le deuil. Comment le pourrait-on? Le dimanche 8 juin 1997, tu me parlais au téléphone. Tu devais passer les épreuves du baccalauréat. Le lendemain, tu avais disparu. Il restait encore tout de toi, tes affaires, tes vêtements, tes souvenirs. On aurait dit que tu avais quitté l'appartement pour quelques minutes. Et puis, tu n'es jamais revenu. Ces mots, que Jonathan Oliver lit avec émotion, il les a écrits il y a 8 ans déjà, dans un livre sur la disparition de sa fille. Je me suis dit, si j'en fais un livre peut circuler un peu partout et n'importe où, et peut-être faire un déclic quelque part auprès de quelqu'un qui sait. Et de toute façon, il y a au moins une personne qui sait ce que Cécile est devenue. Cécile Valin, disparue depuis le 8 juin dernier, n'a toujours pas été retrouvée. Cette jeune fille, âgée à l'époque de 17 ans, n'a donné aucune nouvelle à ses parents qui n'arrivent pas à trouver d'explication valable au départ de leur enfant. Mais qui sont C'est dans sa petite maison normande, à Hermanville-sur-Mer, que je rencontre Jonathan Oliver. Père de 3 enfants, ce retraité anglais âgé de 78 ans, garde toujours en ligne de mire une seule priorité, sa fille. Je vis seul, mais j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai beaucoup d'activités, mais je pense à Cécile tous les jours et je fonctionne à 2 vitesses. Donc je vis bien, je fais des choses avec des gens et en même temps, s'il y a quelque chose à faire par rapport à Cécile, ça devient tout de suite la chose la plus importante que j'ai à faire. Voilà, c'est comme ça que je vis en fait. C'est avec Cécile et sans Cécile. Le dimanche après-midi du 8 juin 1997, Jonathan se repose. Il vient de boucler le marathon de Caen. Sa fille de 17 ans et demi, elle, se trouve à plus de 800 km de là, à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Cécile vit avec sa mère et son beau-père, le proviseur du lycée. Malgré la séparation, Jonathan reste très proche de sa fille. Il se téléphone beaucoup, comme ce 8 juin. Cécile l'appelle en fin d'après-midi. Elle vient de passer le week-end toute seule et elle s'en veut d'avoir invité des copains à la maison le samedi soir sans prévenir sa mère et son beau-père. Jonathan lui dit de ne pas se tracasser pour ça et de penser à ses révisions. Ce sera leur dernière conversation. Cécile me parlait de l'imminence de son baccalauréat. Ces derniers mots, cette conversation-là, c'était « Ah ben justement, je vais m'y mettre au travail de préparation du bac. » Elle est sortie. Et on a été vus dans cette petite ville de Saint-Jean-de-Maurienne, à différents endroits. Et après, je pense, 18h, 18h30, plus aucun signe de vie de Cécile. Plusieurs témoins sont convaincus d'avoir vu Cécile Valin, silhouette sportive et cheveux châtains courts, en train de marcher au bord de la départementale 906. Mais personne n'a jamais su où elle comptait se rendre. C'est aux alentours de 19h que l'on perd complètement sa trace, à quelques kilomètres de son domicile de Saint-Jean-de-Maurienne. Moi, je n'ai pas appris la disparition de Cécile le dimanche. J'ai appelé, voulant parler avec Cécile, le lundi. Et j'ai eu sa mère, Maryse, au téléphone. Et c'est là où j'ai appris que Cécile n'était pas rentrée la veille au soir et qu'il y avait des enquêteurs à la maison. Alors là, ça m'a complètement bouleversé.
bouleversé. Du coup, j'étais persuadé que le pire est arrivé à Cécile. Parce que à aucun moment dans son passé, on savait toujours ce qu'elle faisait, où elle était. Et là, une nuit, sans savoir où était Cécile, ça me paraissait d'une catastrophe absolue. Toutes les recherches menées par la famille et les fouilles orchestrées par la gendarmerie n'ont jusque-là rien donné. Pas l'ombre d'une piste. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider les recherches. Peut-être Cécile aurait été à Grenoble, peut-être quelqu'un a dit que je pense l'avoir vue. Voilà, il y avait des gens qui pensaient l'avoir vue, et puis il y avait des témoignages. On a passé la journée à distribuer des tracts avec des photos de Cécile. Voilà, en fait, c'était pas fructueux, c'était même un peu triste. Je m'en souviens d'avoir collé une affiche de Cécile sur un arrêt de bus, et quand je suis repassé par là, une demi-heure après, quelqu'un l'avait déchiré, et je me suis dit, j'avais pris ça comme une grande cruauté. Les gens ne sont pas toujours forcément sympathiques quand il y a la disparition d'un enfant. Voilà. Une conjonction d'événements extérieurs fait penser au pire. La foire de Maurienne se tenait ce jour-là. Les travaux de l'autoroute étaient dans leur phase la plus active et durant la nuit, Laval s'est trouvé bloqué par une manifestation de routiers. Pour le patron du service des personnes disparues, centralisant toutes les affaires au plan national, après 3 semaines, l'espoir devient mince. Ce qui était très très dur, c'est que au départ, je comptais les jours, ensuite les semaines, les mois, et puis maintenant, on compte les années. Ça, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. 27 ans d'attente, d'espoir, de fausses pistes et cette impression de tourner en rond. Il faut dire que la disparition d'un proche, ce sont beaucoup de questions. Cécile est-elle toujours en vie? A-t-elle été assassinée? A-t-elle eu un accident? Ou a-t-elle mis fin à ses jours? Au fil des ans, Maryse, la maman de Cécile, et Chloé, sa demi-sœur, ont fini par avoir besoin de prendre du recul. Se mettre en retrait de ce combat si difficile, c'est peut-être une forme de sagesse, reconnaît Jonathan Oliver. Mais pour lui, pas question d'abandonner. À vrai dire, pratiquement immédiatement après sa disparition, je me suis dit, il doit y avoir un homme et une voiture. C'était simplement ce que j'imaginais comme étant une grande probabilité, mais de toute façon, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Donc, cette hypothèse-là, c'est une hypothèse comme une autre. La route sur laquelle elle a été vue pour la dernière fois, et qui est en fait pas du tout une route où on se promène. C'est vraiment une route qu'on emprunte pour aller quelque part. Alors que finalement, jusque-là, on savait juste que Cécile avait dit à son papa au téléphone « Bon, je vais m'y remettre », puisqu'il s'agissait de préparer le bac, et puis que finalement, elle était sortie. Mais sortie, pourquoi faire? On n'a jamais vraiment su. L'avocate pénaliste Cathy Richard a d'abord représenté la demi-sœur de Cécile avant de défendre Jonathan. Depuis, ils forment un tandem inébranlable. C'est simple, Cathy Richard connaît par cœur les 1500 cotes du dossier. Cécile, c'est une jeune fille qui est belle, sportive, saine de corps et d'esprit. C'est l'amie qu'on veut tous, c'est la fille qui est aimée de tout le monde. Elle a des projets puisqu'elle passe son bac, là, mais elle a pas de raison d'avoir peur de le louper parce que c'est une très bonne élève. Et puis, elle a prévu de partir à la fac l'année suivante pour faire un diplôme de prof de sport. Elle se posait pas de questions sur son avenir, Cécile. Et donc, ce week-end-là, sa mère et son beau-père étaient partis chez des amis. Et elle avait dit qu'elle restait travailler. Alors, c'est sûr que comme en plus la famille habitait dans le lycée, en fait, dans l'appartement de fonction du beau-père, normalement, elle n'avait pas trop le droit de faire venir des amis. Bon, surtout qu'elle devait
travailler son bac, enfin bon. Alors, il s'avère que, effectivement, finalement, elle a quand même fait venir des amis. Enfin, ils ont passé, parce qu'on les a tous entendus, ils ont passé une soirée ultra raisonnable. Hein. Ça n'a pas été la fête, l'alcool, la drogue. Soirée à laquelle elle a un peu flirté avec un petit ami qui n'était pas le sien à l'époque. Bon, donc elle se posait des questions comme peuvent se poser des jeunes filles de 17 ans, mais rien qui pouvait la bouleverser. Moi, j'acquiers la conviction absolue qu'il ne peut pas y avoir de fugue ou de suicide de la part de Cécile. Et ça correspond pas du tout à son état d'esprit. Je veux dire, il y a des ados qui sont mal dans leur peau d'adolescents, qui connaissent des moments de déprime, qui vont plus ou moins bien. Alors que Cécile, c'était vraiment la fille solaire, qui était lumineuse, quoi. Donc, et puis en plus, je veux dire, il aurait fallu qu'elle trouve un moyen de se suicider de façon à ce qu'on ne retrouve pas son corps, quand même. Donc, j'écarte complètement l'hypothèse de la fugue ou du suicide. Quand ils rentrent de leur week-end, tard le dimanche soir, la mère de Cécile et son compagnon ne donnent pas l'alerte tout de suite. Ils pensent d'abord à une fugue, et ce n'est que le lendemain, à 9h, qu'ils décident de se rendre à la gendarmerie. Alors, pour l'époque, quand les enquêteurs ont été informés de la disparition de Cécile, c'est-à-dire le lendemain seulement, étant donné que c'était quand même la belle-fille du proviseur, il y a eu quand même des choses mises en place. Voilà. On va dire ça. Pour l'époque. Après, rétrospectivement, tout n'a pas été fait. Mais, quand même, pour l'époque, il y a des moyens tout de suite qui ont été mis en œuvre. Des chiens, des recherches, enfin voilà. Là, vraiment, dès le lendemain, on l'a cherchée, Cécile. Si l'ouverture de l'information judiciaire pour enlèvement a permis de mettre en place des moyens supplémentaires pour l'enquête, celle-ci stagne aujourd'hui et ne privilégie aucune piste. Les proches de l'adolescente sont tous interrogés. De nombreuses pistes sont examinées, mais rien ne s'avère concluant. Alors, en 2008, d'importants moyens sont à nouveau déployés par les gendarmes autour de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est un peu l'opération de la dernière chance. L'espoir pour un père et une mère de savoir peut-être comment et pourquoi leur fille a disparu. 11 ans après les faits, les enquêteurs vont utiliser une nouvelle technologie pour sonder les fondations de l'autoroute A43. Grâce à un radar capable de sonder le sol jusqu'à plusieurs mètres sous terre, des experts vont tenter de retrouver le corps de Cécile. Pour la famille de la jeune fille, c'est un nouvel espoir d'obtenir enfin une réponse. Pour la première fois. Donc ça, c'était la première fois que c'était utilisé. D'ailleurs, c'était une des premières fois qu'a été utilisé le géoradar, et c'était la première fois dans cette affaire qu'on faisait ça. Et donc, on prend le train avec Jonathan, et Jonathan me dit mais Cathy, c'est terrible pour moi, parce que d'un côté, je voudrais savoir, je voudrais qu'on trouve, et de l'autre côté, je veux pas qu'on trouve, parce que si on trouve, ça veut dire qu'elle est morte. Je redoutais si on retrouvait Cécile. Je n'avais pas envie qu'on la retrouve. Mais c'est une très bonne action à faire. Et il y a plusieurs situations où je suis entre l'émerveillement et la catastrophe. Et on ne trouve pas. Et on ne l'a jamais trouvé. Ça fait 30 ans que j'exerce ma profession. Si on peut faire une échelle de la souffrance, pour moi, le pire, c'est la disparition. Ce qui fait énormément souffrir, toujours. Le plus souffrir, c'est les questionnements. Vous entendez souvent les familles des victimes dire « je veux des réponses, je veux la vérité, ce que j'attends, c'est la vérité ». Quand on sait qui a tué, même quand on sait comment il a tué, on voudrait quand même encore avoir des réponses, vous voyez ? Donc, en réalité, la souffrance d'avoir perdu quelqu'un dont on sait qu'il a été tué à tel endroit par telle personne, elle est déjà terrible. Ça peut paraître galvaudé, l'idée de dire faire son deuil, mais je veux dire, c'est même pas... Là, il est même pas question de faire son deuil. C'est-à-dire que ça fouaille, ça torture. La torture, elle est sans arrêt de se poser la question où, comment, pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé ? On ne sait rien. Parce que ce 8 juin 1997, Cécile s'est volatilisée. Ça veut dire qu'on n'a rien. Mais rien. On n'a pas la moindre scène de crime. On n'a pas le moindre élément dont on pourrait dire aujourd'hui, on ressort déceler telle ou telle chose et on profite des avancées de police technique et scientifique. Non, on n'a rien. La disparition de Cécile est une torture pour ceux qui l'aiment, qui l'aimaient et qui l'aiment encore,
Et je vais même dire que la disparition de Cécile est une torture pour moi depuis plus de 20 ans. Et quand les investigations ne donnent aucun résultat, la plus grande crainte des familles, c'est qu'un non-lieu soit prononcé. À 4 reprises, Jonathan Oliver a d'ailleurs eu très peur de cette issue. Mais à chaque fois, son avocate, Cathy Richard, a fait rempart. L'idée, c'est de dire, une fois qu'on a fait tout ce qu'il y a à faire, on fait un non-lieu. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, on va pas laisser un dossier là ouvert. Forcément, en qualité de famille de victime, je suis toujours gênée par le non-lieu parce qu'on n'a pas trouvé. Parce que je me dis, tant qu'on n'a pas trouvé, on doit chercher. Et même si on arrête de chercher, il n'y a pas de raison de refermer une porte. Voilà. Pendant 3 jours, les gendarmes ont radiographié 40 km d'autoroute avec un géoradar capable de détecter des anomalies jusqu'à 2 mètres en profondeur. Mais les recherches n'ont rien donné. Jonathan Oliver s'y était préparé, mais il ne s'attendait pas à ce que la justice considère l'enquête close. Son avocate a demandé des actes en évoquant encore 15 pistes à explorer. Le juge chargé de l'instruction avait 3 mois pour répondre, c'est-à-dire jusqu'au 10 octobre dernier. Il ne l'a pas fait. Silence vaut refus. Donc, quand on nous a signifié à plusieurs reprises avec Jonathan que l'affaire allait se terminer, je me souviens que Jonathan avait dit « on ferme cette affaire, on cloue mon cercueil ». Et donc, c'est vrai qu'on s'est battu à plusieurs reprises. On a fait des demandes d'investigation. Donc, à chaque fois, on a remis tout sur le métier de notre ouvrage et on a dit « qu'est-ce qui n'a pas été fait ?» Alors, une fois je m'étais battue, j'étais allée jusqu'à la chambre d'instruction à Chambéry. J'avais fait appel d'un refus d'acte. Et là, à la chambre d'instruction, le président de la chambre d'instruction m'avait dit « Maître, on ne refermera pas ce dossier, c'est une mineure, vous inquiétez pas, on ne refermera pas ce dossier. On va faire les investigations que vous nous demandez et on ne refermera pas ce dossier. » Et puis ce président de chambre d'instruction, il est parti. Et on s'est retrouvé avec une nouvelle menace de fermeture. Après, je me souviens, il y avait une juge d'instruction à qui j'avais dit « S'il vous plaît, Jonathan écrit un livre. » Et donc, Jonathan a écrit son livre « Ma fille m'a disparu ». Et là, j'ai dit, il va y avoir une promo autour de ce livre. On va reparler de la disparition de Cécile. Il y a des gens qui vont lire ce livre. Et donc, peut-être qu'il y a des gens qui savent quelque chose et qui vont en parler. Donc, s'il vous plaît, tant que ce livre n'est pas sorti, tant que les gens l'ont pas lu, s'il vous plaît, ne clôturez pas ce dossier. 15 ans après les faits, la justice souhaite refermer ce dossier. Son père, qui vit en Normandie, s'y oppose et souhaite que les recherches se poursuivent. Cathy Richard et Jonathan Oliver obtiennent finalement gain de cause. Un nouvel appel à témoins est même lancé en 2020 par les policiers de l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes, désormais en charge de l'enquête. Malheureusement, il n'en ressort rien d'intéressant, mais une bonne nouvelle va tout de même arriver 2 ans plus tard. Et effectivement, ce dossier a été transféré au pôle Cold Case à Nanterre. Et là, ça donne un nouvel espoir, parce que c'est vrai qu'au pôle Cold Case, on a malheureusement trop peu de juges, mais on a quand même des juges qui ont plus de temps à consacrer à chaque affaire, et donc qui sont quand même des juges et qui ont la notion aussi des affaires anciennes, de ce qui peut être fait, etc. Donc ça offre de nouvelles perspectives, enfin de nouveaux espoirs, ou en tout cas, ça nous évite le désespoir du risque de fermeture du dossier. Ce que je sais, c'est qu'il y a des pistes relativement récentes et très importante. Alors, je ne connais pas la mécanique des recherches. J'imagine qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles 24 ans après la disparition de Cécile, retrouver des éléments. En tout cas, ça concerne des personnes qui ont une histoire de violence contre les femmes, les enfants. J'espère de tout mon cœur que le pôle Cold Case va mener à la révélation de la disparition de Cécile. Mais ce n'est pas une garantie, ça je sais. Je suis réaliste, ce n'est pas une garantie. Mais je trouve que c'est une étape extrêmement importante et juste. Le pôle Cold Case de Nanterre, début 2024, ce sont plus d'une centaine d'affaires non résolues que se partagent 3 juges d'instruction. Des affaires où 75% des victimes sont des femmes, et dans un dossier sur 4, comme Cécile,
la victime est mineure. En 2024, il n'est pas question que le dossier de Cécile se ferme. En tout cas, je le disais il y a 20 ans, j'espère ne pas prendre ma retraite sans savoir ce qui est arrivé à Cécile. On est plus de 20 ans après. Je le dis toujours, je ne lâcherai pas. Je ne peux pas lâcher Cécile depuis plus de 20 ans. Elle fait partie de moi. Enfin, elle fait partie de Cécile. C'est votre plus vieux dossier ? Bien sûr, c'est un dossier qui Dieu merci, on n'a pas... j'ai pas d'autres dossiers qui durent depuis plus de 20 ans. Et dans ce dossier au long cours, plusieurs prédateurs sexuels ont été soupçonnés. Parmi eux, le tueur en série, Michel Fourniret. On a fait vérifier les ADN avec celui qu'on a de Cécile. Rien n'a matché. À l'époque, on avait aussi la possibilité de se rendre compte qu'il avait quelqu'un de sa famille qui habitait dans le coin là-bas. Donc, les enquêteurs ont recherché cette personne de sa famille et l'ont entendu. Et cette personne de sa famille a dit, bah non, j'ai pas eu de nouvelles spécialement de lui en 1997. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a fait. Enfin, je veux dire, après, on n'est pas allé plus loin. On n'a pas fermé la porte. Mais elle n'a été ouverte sur rien de spécial. C'est-à-dire que, bon, voilà, on a estimé qu'on avait fait ce qu'on devait faire. Sauf qu'un rebondissement a eu lieu récemment, lors du procès de Monique Olivier, jugée en décembre 2023 pour le meurtre d'Estelle Mouzin. Au cours d'un interrogatoire de l'ex-femme du tueur en série, l'avocat Didier Seban évoque la disparition de Cécile Valin et une vieille audition de Monique Olivier devant les enquêteurs belges, audition très intrigante. Nous en avons parlé sur France Info le 26 janvier 2024. Bonjour David Di Giacomo. Bonjour. Pourquoi la piste Michel Fourniret ressurgit-elle dans ce cold case vieux de 26 ans ? Alors en effet, il est question d'une audition qui date de 2005. Monique Olivier dit avoir dû dormir dans sa voiture avec son fils parce qu'à leur maison de Sarcustine en Belgique, Michel Fourniret était arrivé, je cite, avec une jeunette d'un âge apparent de 16 à 18 ans. Et Monique Olivier situe les faits vers la fin de l'année scolaire 1997. Or, Cécile Valin, 17 ans, disparaît le 8 juin de cette même année, certes très loin de Sarcustine, à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, mais on sait que Michel Fourniret roulait beaucoup au volant de sa camionnette blanche. Dans l'année 1997 où Cécile a disparu, on ne savait pas ce qu'il faisait Michel Fourniret. Donc il y avait cette période blanche. En même temps, moi je ne spécule pas par rapport à ça, mais tant que on ne sait pas, il sort toujours un responsable potentiel. Mort en 2021, Michel Fourniret a emporté tous ses secrets avec lui. Seule Monique Olivier est désormais susceptible de fournir d'autres détails. Elle doit justement être interrogée prochainement par une juge d'instruction du pôle Cold Case de Nanterre. Reste à savoir si 27 ans après, sa mémoire lui permettra de dire si oui ou non cette jeune fille, prisonnière de Michel Fourniret à la fin de l'année 1997, était bien Cécile Valin. Il y a quelqu'un, au moins une personne, qui sait ce qu'est devenu Cécile. Et ce que je demande, c'est cette personne parle ou quelqu'un qui connaît la personne responsable. Que cette personne parle. Ça, pour moi, c'est plus important d'avoir l'information que de rechercher la vengeance. C'est besoin de savoir. En tout cas, voilà, j'espère que c'est le fond de mon cœur que Cécile, aujourd'hui, est en paix. Voilà. Et vous voyez des affaires être résolues, donc ça, c'est un facteur d'espoir aussi. Oui. De vieilles affaires, j'entends. Ah oui. C'est vrai, c'est bien, c'est très très bien de savoir qu'il y a des cas qui sont résolus. C'est votre ordinateur, là ? Oui. Sur lequel se trouve le dossier. Est-ce que vous le connaissez par cœur ? Vous le rouvrez souvent ? Je pensais que c'était utile d'en faire un résumé de tous les éléments des dossiers pour, au cas où un nouveau juge en aurait besoin. Il est possible, je dirais même qu'il est tout à fait probable que le nom de l'auteur soit dans le dossier. Parce qu'on a tellement gratté, on a tellement cherché, on a tellement pensé. Voilà, donc je dirais qu'il y a d'énormes probabilités pour que le nom de l'auteur soit déjà dans le dossier. Sauf si
c'est la rencontre complètement inattendue, impossible. Voilà. Oui, je pense que, sauf si, et on en est là. C'est-à-dire que on a tellement ce sentiment d'impuissance tant d'années après. À la fois cette rage, cette volonté, et puis ce sentiment quand même d'impuissance à dire je peux faire des choses, je me battrai tant que je peux me battre, je me battrai. Mais si c'est pas pour réussir, je sers à quoi? J'ai retrouvé dans le garage de mon ancienne maison, épinglé du placo, un petit peinture d'enfant. Et c'était écrit, signé Cécile. Et ça, c'était l'émerveillement et la tristesse. Voilà. Et aujourd'hui, il est encadré dans votre salon. Oui. Ah oui, là c'était encadré par un spécialiste. Et voilà, donc je suis très content d'avoir ça. Loving you in sadness too, and in bewilderment. Vous lui parlez tous les jours dans votre langue maternelle, en anglais, je crois. Ah bah oui, parce que ça c'est un petit détail, c'est que je parlais avec Cécile en anglais tous les jours. Tous les mots, je dis des mots d'amour de Cécile. Au départ, il y avait aussi des mots un peu dur contre la personne qui aurait pu lui faire quoi que ce soit. Maintenant, c'est plus ça. C'est que des mots d'amour. Loving you with all the protection I can wrap around you. Loving dying with hope. Hope for your peace of mind. Je continuerai la recherche tant que je peux, tant qu'il y en a besoin, de toute façon. Et simplement, j'espère que ça sera de mon vivant. Voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Avant de quitter Jonathan Oliver, je lui demande s'il peut me lire les toutes dernières phrases du livre qu'il a écrit pour sa fille. Elles illustrent le combat sans fin de ce papa. À la télévision, à la radio, inlassablement, je répète les mêmes mots. C'est un devoir de ne pas condamner ta disparition à devenir une énigme éternelle. C'est pour moi comme une plaie ouverte. Je ne pourrai jamais faire le deuil de toi sans savoir ce qui est arrivé.